Bienvenue dans mon pas de côté. Ici, on raconte les vies qui prennent un autre chemin. Pas toujours par choix, mais toujours par nécessité intérieure. Je suis Ondine, psychologue, et je reçois celles et ceux qui ont osé. Belle écoute. Bonjour Amélie, Bonjour Ondine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour mon pas de côté. merci pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravie d'être là avec toi. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et pour commencer, est-ce que tu serais d'accord de te présenter, s'il te plaît? Je suis Amélie Marzouk et je photographie des femmes pour les aider à changer le regard qu'elles portent sur elles. Et mon travail, ça consiste pas à créer des belles images, mais à vraiment les révéler, à leur faire prendre conscience qu'elles peuvent se regarder avec beaucoup plus de douceur. Eh ben, je m'attendais pas à une présentation aussi touchante et impactante dès le départ. C'est vraiment Il ma y a- mission de vie. C'est vraiment, je le fais avec le cœur chaque jour et c'est un bonheur pour moi d'accompagner ces femmes et de les aider à réaliser qui elles sont et comment elles peuvent prendre leur place. Je fais de la photographie pour ça en fait, pas pour la photo en tant que telle, mais pour vraiment la relation que je vais nouer avec ces femmes. D'accord, et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 12 ans en novembre, ça fera 12 ans en novembre et j'ai pu changer de trajectoire et réaliser ce rêve de devenir photographe grâce à mon histoire. Et alors, justement, tu m'aides là, merci. Pour faire le pont, tu viens d'où? Je viens d'où? C'est hyper large comme question. Alors, je suis née en Normandie il y a un peu plus de 45 ans et j'avais un rêve de petite fille, je voulais être danseuse étoile. Et j'avais tout pour y arriver, je devais rentrer à l'Opéra de Paris à 8 ans et mes parents m'ont dit non, c'est pas un métier parce que mes parents étaient tous les deux fonctionnaires et pour eux, c'était inenvisageable de laisser partir leur petite fille de 8 ans à Paris pour devenir danseuse étoile. Donc j'ai abandonné ce rêve en me disant que c'était trop compliqué par la suite de continuer les cours de danse et d'atteindre ce niveau sans passer par l'Opéra de Paris. Et à 15 ans, je me suis découvert d'une nouvelle passion. C'est mon papa qui m'a offert un appareil photo pour mes 15 ans et on est parti faire un voyage à Marrakech. C'était la première fois que je voyageais si loin et ce pays m'a bouleversée en fait avec les couleurs, les odeurs, l'émotion qui se dégage, la chaleur entre les gens. Et je suis partie avec cet appareil photo et j'ai fait que des portraits. En fait, je savais pas ce que j'allais photographier. J'ai photographié des gens et je suis rentrée avec cette pellicule remplie de portraits et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire de ma vie, je veux être photographe. Ah, c'est magnifique. Alors, tu vois, beaucoup de personnes parlent de Marrakech. J'ai jamais encore eu la chance d'y aller. Et j'ai l'impression qu'en effet, ce que tu dis, c'est des couleurs, c'est des odeurs, c'est des sensations. Qu'est-ce que ça Vibration. représente? Ouais, des vibrations. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette ville, justement, qui est venue révéler ce métier que tu allais faire plus tard? Je crois que quand je me replonge dans l'enfance, parce qu'il y a les odeurs, les couleurs, je crois que tout le monde aime Marrakech. Il y a une effervescence, il y a vraiment quelque chose de différent qu'on voit pas ailleurs. Mais je crois que ce qui m'a vraiment happée à ce moment-là, c'est que ce contact facile que j'ai pu nouer avec les gens. Et Ah, moi, depuis toute petite, j'ai une passion. Je m'assois sur des bancs, mais même encore aujourd'hui, je m'assois sur des terrasses et je regarde les gens passer. Et j'imagine leur vie, mais enfin, tu vois, je m'invente pas des histoires, mais vraiment, je me dis, ah bah cette femme, peut-être qu'elle est heureuse aujourd'hui parce elle a vécu tel événement, ou peut-être qu'elle est triste parce qu'elle a bien d'apprendre une mauvaise nouvelle. Enfin, j'ai vraiment une empathie qui est dirigée vers l'autre, même quand je noue pas le contact avec la personne. Et à Marrakech, tout était possible. Je pouvais parler avec tout le monde dans la rue, ce qui est plus difficile en France. Et c'était facile de les rencontrer, de leur proposer un portrait. Et ça a vraiment été un moment magique, en fait. puis pour une jeune fille de 15 ans, en plus, il faut une sacrée audace quand même. Ouais, mais j'ai toujours été une bavarde avec le contact facile. Et tu vois, sur mes carnets de notes, c'était toujours marqué bonne élève, mais bavarde, bavarde. Ah, Et c'est vrai? c'était toujours vu comme un défaut. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une chance ou un atout parce que tu vois, quand je reçois les femmes au studio pour les photographier, je les Oui. connais pas, donc si j'étais hyper introvertie, ça serait beaucoup plus difficile pour moi. Et en fait, je vais toujours trouver le sujet de conversation qui va faire que la personne va se sentir en confiance, va se détendre. On va trouver des points de connexion, des similarités qui vont permettre de créer ce pont pour un relâchement, enfin un lâcher-prise en fait. Hmm. Et c'est là que tu parles d'empathie, justement.
c'est se mettre à la place de l'autre dans tous les sens du terme. Je prends un exemple complètement différent. J'ai commencé à regarder Roland-Garros ce week-end et il fait très chaud. On est le Ouais, 26 aujourd'hui. Et j'ai ouais. dit à mon mari, oh là là, le pauvre arbitre, il est en plein soleil, il doit vraiment avoir chaud. Et mon mari Mm. m'a dit, mais c'est, tu vois, genre, pas qu'est-ce qu'on s'en fout, mais pourquoi tu es en train de penser à ça? Mais je voyais l'arbitre, tu sais, en plein soleil, et j'ai vraiment cette faculté à me mettre à la place de l'autre. Et je pense que c'est ça qui me permet de créer des photos et des images aussi fortes qui traduisent ce que la personne ressent. Mm. Et toi, dans cette faculté-là, comment tu fais pour pas te laisser envahir? Parce que je pense que c'est le revers de la médaille, hein, quelque part. Bah, pendant des années, je me suis laissée un peu envahir et déborder parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup pendant les séances. Et aujourd'hui, j'ai Eh oui. compris qu'il y avait l'empathie informationnelle et l'empathie émotionnelle et que je pouvais comprendre l'autre sans me mettre à sa place, sans ressentir ce qu'il Mm. ressent en fait. Parce que j'ai des femmes Mm. au studio qui vont me raconter parfois des histoires très personnelles et qu'elles ont Oui. envie de déposer là. Elles viennent pas au studio pour cette raison, mais qu'elles ont envie de déposer et c'est OK, je suis là pour accueillir, mais je peux pas porter toutes les histoires de femmes qui viennent me voir au studio. Comme toi, en Et tu tant que... reçois... Ah bah ça. C'est la même. Mais du coup, tu parles de femmes, tu reçois pas d'hommes? Quelques-uns, et j'en ai de moins en moins parce que je pense que ma mission de vie, c'est vraiment d'aider les femmes à se sentir mieux, plus incarnées, plus à leur place. Et les hommes, ils ressentent moins ce besoin, en tout cas ceux qui viennent me voir. Et du coup, quand ils viennent au studio, ils viennent un peu comme ils viennent chez coiffeur de j'ai besoin d'une photo, j'ai besoin qu'on me coupe les cheveux. Donc c'est beaucoup moins porté sur l'émotion, sur la transformation et sur ce qu'on veut incarner. Mm. C'est moins porté aussi sur le fait de se reconnaître. Mais je pense que les hommes ne sont pas moins sensibles à ce sujet, mais on les autorise moins à prendre cette place dans la société. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait observer ça aujourd'hui dans ton expérience? C'est hyper intéressant. Je pense que les hommes aujourd'hui, on les ouvre, enfin on les accompagne pour accepter leurs émotions, en parler, mais on est quand même dans une génération, en tout cas moi à 45 ans, où les hommes autour de moi, ils sont pas ce qu'on appelle déconstruits, et c'est dans le bon sens du terme que je dis ça, c'est que ils sont encore très dans la position de il faut que je sois un peu l'homme fort, l'homme solide, l'homme qui protège, et du coup, c'est difficile de parler de ma vulnérabilité. Et je pense que Mm. venir au studio, déposer sa vulnérabilité pour dire voilà comment je me sens, voilà qui j'aimerais pas être, mais qui j'aimerais montrer, enfin ce que j'aimerais montrer de ma personnalité, et toi, tu le vois peut-être en Mm. séance, il y a peut-être plus de femmes que d'hommes encore, même si aujourd'hui il y a plus d'hommes qui consultent qu'avant. D'accord. Ok, non, c'est intéressant de voir cette expérience-là en tant que photographe. Parce qu'en effet, en fonction de notre position au sein de la société, de notre métier, de notre fonction, on peut observer des choses différentes. Et puis aussi la ville dans laquelle on travaille. Donc toi, tu es à Paris. Ouais. C'est, il y a aussi, c'est pas pareil de travailler à Paris que dans un village, qu'à Marseille, j'imagine. Je Donc, pense que dans un c'est hyper village, peut-être que intéressant. les hommes n'ont pas du tout les mêmes, Hmm. Puis, pas peut-être la même. n'importe quel village en fonction de là où on est en France aussi. Ouais, exactement. Mais tu vois, je prends l'exemple d'un monsieur un jour que j'avais photographié dans Ouais. le cadre d'un reportage d'entreprise et je demande, je commence toujours ma séance photo, enfin mon échange photo, par demander aux gens s'ils ont des complexes, des choses qui les embêtent, pour Ouais. en tenir compte dans ma façon de les regarder, même si moi je le vois, j'analyse un peu le visage pour voir ce qui Hmm. pourrait gêner la personne. Ce monsieur-là, il avait une dent qui sortait, tu sais, de ses autres dents. Bon, il avait Ah une oui, dent. oui, oui. Et je lui dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne, auquel je dois faire attention? Et il me dit, pas du tout. Et en fait, il avait, je sais pas, une cinquantaine d'années. Et je me suis dit qu'a priori, c'est lui qui avait raison. Parce qu'en fait, il est comme ça sûrement depuis des années. Les gens le connaissent comme ça. Il n'est pas intervenu sur sa dent pour l'enlever ou pour la... Et en fait, je pense que les femmes aussi, on est très impactées par le regard et les dictats de la société et de ce qu'on nous impose, comment notre corps il est commenté. Et du coup, c'est comment intégrer ces dictates, faire avec, se sentir bien dans son corps, mais en même temps se dire on est conforme à ce qu'on attend de nous, ce qu'on voit dans les magazines. Enfin, tu vois, il y a une dissociation qui est assez importante et je pense que chez moi, elles viennent
réassembler les pièces du puzzle pour savoir qui elles sont vraiment en fait. Entre ce qu'elles voient dans le miroir, moi je leur apporte un regard extérieur et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et tu leur permets un pas de côté. Exactement. Mais comme quand tu vas chez le psy et que tu as un regard extérieur sur ce que tu noues, ce que tu dénoues, le lien que tu crées avec les gens autour de toi, je trouve ça hyper intéressant en fait. Mm. Et alors, tu fais beaucoup le parallèle avec le cabinet de psychothérapie, chose que tu as un peu étudiée, sauf erreur. Ouais, j'ai fait un DUG de psycho quand mes parents, à 18 ans, m'ont dit non pour faire le BTS photo. Et en fait, bah, c'était dans le même problème que la danse. Ils m'ont dit, photographe, c'est pas un métier. Tu vas faire des vraies études et la photo, ça sera une passion, un loisir. Ça peut pas être un métier. Et du coup, j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'aimais. J'ai longtemps hésité entre le journalisme et la psychologie. Et en fait, Ouais. parce que toujours ma curiosité de l'autre, raconter l'autre, nouer des contacts. Enfin, vraiment, je trouve que dans le métier de photographe, journaliste et psychologue, il y a vraiment des ponts. Et du coup, c'est vrai que psychologie, ça m'a passionnée. J'ai fait un DUG et après, je me suis dit que j'étais peut-être trop empathique pour accompagner des gens sur le long terme, tu vois, sur des séances, sur un suivi régulier et que la photo, c'était pas du tout la même relation à l'autre. Ça me Et permettait un peu de distance. comment tu t'es permis d'aller vers ce métier de photographe alors que justement tes parents te mettaient des barrières? Alors, ça a été un long processus parce qu'en fait, quand ils m'ont dit non, bah, j'avais 18 ans. Enfin, tu écoutes tes parents et tu te dis que s'ils te disent que c'est ça, c'est que eux, ils savent et que tu leur fais confiance. Mhm. Donc j'ai fait 2 ans de psycho que j'ai trouvé passionnante. Après, je me suis dit que c'était un petit peu, c'était pas forcément le bon métier. Je l'ai pas formulé comme ça pour moi, mais je me suis dit que peut-être que j'avais besoin de quelque chose encore de plus créatif. Je pense que le problème de la psycho, c'est qu'il me manquait le côté créatif. Et je me suis orientée vers des études de com. J'ai adoré. Je suis montée à Paris, enfin j'étais à Bordeaux à ce moment-là. Je suis montée à Paris pour mon premier job dans la presse chez Prisma Presse. C'était génial. Enfin vraiment, j'ai adoré. Et j'ai fait pas mal de CDD chez M6, enfin, tu vois, dans des médias. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un repère stable, il faut que j'arrive à me poser. Et j'ai eu une opportunité pour un CDI dans les assurances. Et je t'avoue que ça ne me faisait pas rêver du tout. Mais je me suis dit, je vais avoir un CDI, les assurances, c'est une bonne place, enfin, tu vois, j'ai un bon salaire. Et là, mes parents, pour eux, c'était le Graal. J'avais un CDI dans les assurances. C'était genre, notre fille a réussi. Et tu Mhm. sentais il posait les valises, genre, bon, il y en a une de casée, on est tranquille avec elle, on est OK. Et j'ai changé de boîte, j'ai continué dans les assurances. Bon an, mal an, ça allait, mais c'était pas non plus. J'avais des responsables sympas. Bon, je faisais un peu, tu vois, le lancement des comptes Instagram, des choses comme ça. Donc, j'arrivais à me contorsionner pour rentrer dans la case. Jusqu'au jour où je rencontre mon mari, qu'on essaie d'avoir un enfant au bout de, je sais pas, un an et demi, et on n'y arrive pas. Et là, le médecin que je vois me dit non, vous n'aurez jamais d'enfant. Et en fait, c'était le troisième non dans ma vie. J'ai eu le non Ouais, pour la danse, le non pour ouais, la photo et le non pour vous n'aurez jamais d'enfant. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai pas de moyen d'action pour avoir un enfant. On a fait des FIV, j'ai mis en place tout ce que je pouvais mettre en place, mais j'avais pas de latitude à part lâcher prise, je pouvais rien faire. ouais. C'est ce que cette épreuve m'a appris. Et en fait, un matin, je me suis dit, bon, je serai peut-être jamais maman, mais si je ne suis pas maman, il y a sûrement autre chose qui m'attend. Il y a sûrement un autre chemin qui m'est dédié. Et je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais j'ai envie d'être photographe. Tu sais, ça m'est revenu comme si je sortais de l'eau et que je sortais d'un moment de, je sais pas comment Ouais. l'exprimer. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et je me suis dit, je vais y aller et désormais, plus rien ne m'arrêtera. Je, T'avais quel âge à ce moment-là? j'avais 34. 34 ans. Ouais, Donc, 34. c'est à ce moment-là qu'il y a moi, ce que j'entends, c'est un éveil. C'est ça, c'est comme si je me réveillais d'un long sommeil et que je me disais, mais en fait, je me suis perdue, en fait, je me suis oubliée. C'est un moment qui est, parce qu'à la fois, tu te dis, c'est OK et c'est sûr, et en même temps, tout de suite, il y a le regard des autres qui vient, où je me suis dit, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Je viens de me marier, peut-être qu'ils vont se dire qu'en fait, tout d'un coup, j'ai plus envie de travailler, que j'ai envie de m'amuser. Enfin, il y avait vraiment. Et je pense que c'était le regard de mes parents intérieurs que j'avais, tu Mm. vois, que j'avais intégré, ce qui est normal, et que Ouais. c'était difficile de m'autoriser.
Mais vraiment, je me suis dit, il faut que j'y aille. J'ai pas le choix. Enfin, et quand les gens me disent, t'as de la chance de l'avoir fait, t'as du courage, je dis, c'était une nécessité en fait. Ouais, c'était une nécessité. Vraiment. Parce que la façon dont tu le décris, c'est non une fois, non deux fois, non trois fois. Ça suffit. Enfin, Exactement. Je vais être il y la a un crise de truc, ma vie. stop, quoi. Arrêtez de me dire non. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui a trop été étouffé et qui enfin émerge ce que tu dis. Ouais. Allez, et j'imagine que le soutien de ton mari a dû être impactant à cet endroit-là, puisque tu dis, je viens de me marier, et donc il y a quelque chose peut-être de solide dans le lien qui te permet de te rebeller quelque part, peut-être, contre le Ouais, parce système. que quand je me suis dit ça, c'était un matin. J'étais Ouais. en vraie maladie parce que la psy qui me suivait à l'époque m'avait dit, vous faites des filles, vous êtes fatiguée, vous avez besoin de prendre vraiment du recul sur ce que vous vivez. Et Mm. c'était une chance qu'elle m'a donnée, c'était une psychiatre. Je l'avais vue pour qu'elle puisse m'arrêter en fait. Et elle avait commencé mon suivi de psy. Je l'avais jamais consulté avant et je m'étais dit, pour les filles, il faut que je consulte, que je prenne soin de moi, qu'on parle de ça. Et en fait, ça a déroulé plein d'autres choses. Et C'est c'était un super dur cadeau. comme processus. Ouais, mais ça a été un cadeau parce qu'au final, j'aurais sûrement fini par aller voir Mm. une psy, mais j'ai déroulé des choses dont j'avais pas conscience, que j'avais pas comprises, et ça m'a permis, comme tu dis, j'étais complètement comprimée, ça m'a permis de me déplier. En fait, j'aime beaucoup ce terme que j'utilise aussi pour le studio parce que de enfin dire, ah, je prends ma place, Ouais. je m'excuse plus et je vais là où je dois aller pour moi. Mm. Et ce matin-là, je me suis dit, bah, il va falloir que je raconte ça à mon mari ce soir et que j'ai une discussion avec lui parce que tout bazarder pour devenir photographe, pour moi, c'était une vraie décision de couple. C'était pas une lubie tout d'un coup que. Et je me suis dit, est-ce qu'il va comprendre? Parce qu'il sait que j'aime la photo. Il adore la photo aussi. C'est un des points sur lesquels on s'est rencontrés. Mais est-ce qu'il va comprendre tout d'un coup ce basculement des assurances à la photo? Et je le reverrai toujours. Il était dans l'entreport de la cuisine et il m'a dit, oui, vas-y, essaye. Et si ça marche pas, c'est pas grave, tu referas autre chose. Et ce oui, il a été. Enfin, tu vois, j'ai envie de pleurer quand je t'en reparle. Ce oui, il a Leur été ça. vraiment d'un cadeau qu'il m'a fait. Enfin, et on en parle souvent. Je lui dis, j'ai pas réussi que grâce à toi, mais tu as été le Ouais. premier oui qui m'a autorisé en fait. Et Enfin. ouais, et c'était un vrai cadeau qu'il m'a fait. Une vraie rencontre entre vous deux qui permet à l'autre d'exister tel qu'il est. Moi aussi, tu C'est vois, le plus beau cadeau, je pense qu'on peut te faire. ouais. Et moi aussi, j'ai les larmes aux yeux de ça, j'en ai les frissons. Ouais. Et du coup, il y a cette ambivalence dont tu parles qui est, ah, il y a quelque chose qui s'ouvre, une liberté, je peux exister, je peux faire ce que je veux, qui se vit donc en parallèle de cette résilience, de ce troisième non, qui est en effet, apparemment, il semblerait que la science dirait que ce n'est pas possible d'être maman. Donc j'imagine que pour toi, c'est aussi assez ambivalent. Oui, mais c'est aussi me faire un cadeau de me dire, j'arrive pas à avoir d'enfant, je veux pas rester dans une position de subir ce non et cette Ouais, impossibilité. Et puis il y a aussi ce truc de euh, pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfant. Il n'y a pas ouais, d'explication. Le gynéco me dit que j'ai un déficit ovocitaire. J'ai jamais eu de problème gynécologique, enfin tu vois, jamais de problèmes médicaux. Et tu te dis, mais pourquoi moi? Et en fait, il n'y a ouais. pas de réponse. Et ça, c'est très difficile. Parce qu'en fait, si tu as une réponse, si tu as eu un accident, il y a des gens qui ont eu des maladies, qui ont eu des problèmes de fertilité, mais moi, j'ai pas de réponse. Et en fait, en me disant qu'enfin je m'autorise à être photographe, c'est comme si ça me donnait une réponse du pourquoi. Hmm, Disait, bah, en fait, tu peux pas avoir d'enfant parce que ton chemin est autre et il faut que tu prennes ce chemin, que tu t'écoutes et que tu y ailles, en fait. Et hmm, quand je me suis lancée, j'ai dit à mon gynéco, ça fait 3 FIV qu'on fait, j'en ai marre, je veux plus faire de FIV, je veux faire une pause. C'est l'été, je veux profiter, je veux pas avoir des piqûres tous les jours à 18 heures, enfin, avec des protocoles. Enfin, c'est très très lourd pour celles qui connaissent ce parcours. Et ce mois-ci, où je me lance, où je signe ma rupture conventionnelle que j'avais négociée, où je ne fais pas de FIV, je tombe enceinte naturellement. Merveilleuse petite fille qui a eu 10 ans au mois de mars cette année. magnifique. Et pareil, deuxième plus beau cadeau de ma vie.
Et quand je vais voir le gynéco, je lui dis je suis enceinte. Parce que là, je fais un test de sanguin, je ne fais pas des tests de grossesse en pharmacie. Et j'étais très enceinte. J'ai attendu, je sais pas, 15 jours parce que je me disais que c'était pas possible en fait. Il me dit oui, vous êtes vraiment enceinte, mais il me dit vous emballez pas, vous allez sûrement faire une fausse couche. Et là, tu te dis la violence, c'était en 2015 et j'espère qu'aujourd'hui les médecins font plus attention à ce qu'ils disent. Mais je suis ressortie effondrée de ce rendez-vous, alors que c'était un moment de joie immense pour moi. Qu'est-ce qui lui permettait scientifiquement de te dire ça? Aucune raison. Mais comme j'ai eu du mal à tomber enceinte, il se disait peut-être que la qualité de l'ovocyte n'est pas bonne, peut-être que bah, ça féconde sans raison, enfin tu vois. Et quand je lui ai dit comment je suis tombée enceinte naturellement, il m'a regardé et il m'a quand même dit cette phrase magnifique, il m'a dit la vie. Et genre, on est médecin, on sait faire plein de choses, mais il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et c'est la beauté de la vie, de cadeau de la vie. Et ma fille, c'est vraiment ça, c'est un cadeau qu'on n'attendait pas. Et tu as continué à être suivie par ce gynéco-là? Non, 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 non. Et puis c'est pas lui qui m'a accouché, non, non. Et j'espère, je te dis aujourd'hui, qu'en 2026, il y a moins de médecins qui se permettent ces phrases d'une violence inouïe, en fait. Oui. Et qu'il y a aussi de plus en plus de femmes qui refusent d'entendre des choses pareilles et d'y retourner. Parce Oui, que et je pense cette que si on le sait maltraitance aujourd'hui, justifiée par la posture n'a aucune raison d'être, en fait, hein. et on subit beaucoup de violences médicales sans s'en rendre compte, je pense qu'aujourd'hui, Ouais. je répondrais quelque chose, tu vois, je... Et t'as arrêté de le suivre, enfin d'être suivi Oui, oui, par de toute lui, je façon, veux une fois dire. que j'étais C'est enceinte, pas... c'était plus à lui de me suivre. Il Oh, s'occupait. très bien. Mais il était hors de question que je continue à le suivre. De toute manière, Ah j'avais oui. décidé avec mon mari d'arrêter de changer de médecin, de protocole. Et j'avais été à, comment ça s'appelle, pas à Boulogne, juste à côté, à Saint-Cloud, avec Ouais. l'équipe du docteur Friedman. C'est plus Friedman qui le fait. Et j'ai parti pour prendre rendez-vous. Il y avait une liste d'attente. Et en fait, quand ils m'ont ausculté, enfin, pris le rendez-vous, j'étais enceinte, je ne le savais pas. Mais j'avais décidé aussi de faire ce pas, tu vois, de changer de Hmm. médecin, d'équipe, pour me dire aussi, on prend un nouvel élan, on change Ouais. d'environnement. Et comment t'interprètes ça alors? J'interprète Le fait que mon ton bébé, corps, oui, que bah, ce c'est le lâcher corps prise, qui devient c'est fécond comme l'alignement, ça. Ouais. Alors, c'est drôle, c'est que j'ai plein de copines qui me disaient, faut que tu lâches prise, alors que c'était ces copines-là qui tombaient enceintes en 3 semaines. Et je leur disais déjà, c'est difficile de lâcher prise quand tous les mois, tu as tes règles et que tous les mois, on t'annonce des grossesses. Et tu te réjouis pour tes amis, mais c'est hyper difficile de dire, mais Sur moi, je n'y arrive pas, comme tu vois, quelque chose d'une incapacité. Et en fait, c'est effectivement le lâcher prise, peut-être, et le bien-être et l'alignement qui ont permis ça, ou la pause dans le protocole. Enfin, tu vois, je saurais jamais. J'ai signé ma rupture conventionnelle, je me suis lancée, j'ai dit on fait une pause dans les filles. Enfin, donc, comment t'expliques que le lâcher prise intervient quand même dans le médical, dans la non-possibilité que tes ovocytes, je sais pas, la vie, merveilleux. la vie. Et, Est-ce que tu décris, oui, c'est qu'il y avait quelque chose en toi qui était fermé et dans le pendant contrôle. toutes ces années, interdit, bloqué, coincé, pour des croyances. Danseuse étoile, ce n'est pas un métier. Photographe, ce n'est pas un métier. Les assurances, ça, c'est très bien. J'ai rien contre les assurances. Mon mari, il est expert construction, moi, avec les assureurs, donc tu vois. Très bien, mais c'était pas pour moi. Mais c'était pas pour toi. Il y avait quelque chose qui n'était pas fécond dans cette trajectoire, en fait, dans ce que tu décris. Et du jour au lendemain où tu décides euh, de donner vie à cette créativité en toi par la photographie, ton corps accueille un être vivant. C'est formidable. C'est- C'est... Et c'est là que tu te dis que la vie te veut du bien. Et Ouais. qu'en fait, tu peux pas, je l'ai beaucoup appris ça avec l'hervé de ma fille, tu peux pas contrôler les choses. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, de temps en temps, j'ai pas des relents de j'aimerais bien qu'il se passe ça ou ça. Mm, En fait, tu te rends compte que si les choses doivent se faire, elles se font, et que des fois, c'est pas mm, le même chemin, et que tu vois, photographe, peut-être je me serais lancée à 18 ans, j'aurais pas du tout fait le même itinéraire de photographe, hein, donc c'est pas mm. grave, c'est que ça devait se faire comme ça. Ben oui.
C'est ça. Enfin, c'est un peu retour vers le futur, quoi. On ne sait pas comment ça se serait passé si tu avais fait différemment. Ah oui, Mais justement, si tu pouvais, avec la maturité, tout le travail d'introspection que tu as pu faire, l'expérience que tu as maintenant sur ce métier de photographe, sur le fait d'avoir expérimenté un CDI, toutes ces choses-là, si tu pouvais retourner voir tes parents euh, le jour où tu as décidé avec eux, hein, de finalement pas aller faire un BTS photographie, c'est ça, hein? exactement. À Qu'est-ce Nice, à l'autre que, bout de la France. voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à tes parents à ce J'aurais moment-là? envie de leur dire, faites-moi confiance, ça va bien se passer. Et même si ça se passe pas bien, je saurai toujours rebondir. Et c'est ce que j'espère Mm. pouvoir transmettre à ma fille, c'est que même s'il y a des échecs, c'est pas grave. Et je vais te dire quelque chose, j'ai compris quelque chose il y a pas longtemps, c'est qu'en fait, ma famille, c'est une lignée d'artistes non assumés, non assumés. Ah, Mon père, il faisait énormément de photos, il avait vraiment, vraiment beaucoup de talent. Et je dis pas ça parce que c'est mon papa, mais vraiment, c'était merveilleux, les photos qu'il faisait, les cadrages, la lumière. Il jouait du piano, ma sœur, elle dessine, mon frère, il s'est mis à dessiner. Ma mère, elle a toujours voulu être coiffeuse, mais coiffeuse parce qu'elle aimait sublimer, tu vois, structurer. Et on lui a dit, mes beaux-parents lui ont dit, mes beaux-parents, mes grands-parents lui ont pas dit c'est pas un métier, mais on lui dit c'est un métier de pauvre. Tu peux pas être coiffeuse, c'est un métier manuel. C'est pas assez respectueux. Ma grand-mère maternelle qui disait ça à ma mère, elle était directrice d'école maternelle, mais elle passait son temps à coudre des costumes, à chanter, à danser. Enfin, c'est vraiment, mon grand-père peignait beaucoup et il s'est mis à repeindre à la retraite. Parce que je veux dire, c'est que c'est vraiment que des gens qui se sont toujours dit, on aime faire ça, mais on peut pas en faire un métier, on peut pas l'assumer. Et moi, en faisant ça, je libère toute la lignée et j'ouvre le chemin à ma fille qui sera ce qu'elle veut bien être et ce qu'elle a envie d'être, mais lui dire que tout est possible, qu'il n'y a pas d'interdit en fait. je crois que tu as déjà répondu, mais en effet, il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, hein, qui s'est transmis, la patate chaude, là, tac, 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 qui se transmet de génération en génération. Toi, qu'est-ce quelles ont été les permissions? Qu'est-ce qui t'a donné la force, le pouvoir d'arrêter En fait, et de la déposer, cette patate chaude, tu vois? bah, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais déjà faire des FIV, me faire arrêter par la psy, ça a été un temps d'arrêt. C'est la première fois que je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me marier, là j'ai rencontré la bonne personne, l'homme qui est super pour moi, avec qui on est vraiment connecté. Et tu vois, on est toujours mariés, ça fait 13 ans. Donc ça, il y avait quand même quelque chose que j'avais réussi à concrétiser, stabiliser et le choisir au-delà du regard des autres. Je l'avais choisi pour moi. Hmm, Et quand j'ai commencé à me faire arrêter, quand je me suis fait arrêter, ça a été un temps long où, si tu veux, tout d'un coup, je faisais face au vide. J'étais fatiguée. Je ne hmm, savais pas où j'allais. Moi qui aimais bien tout contrôler, ça me rassurait de tout contrôler par rapport à mes parents, tu vois, qui a toujours besoin d'être rassurés. Et en fait, ce vide m'a permis de réfléchir sur moi, de savoir qui j'étais. Et quand je suis devenue photographe, que mon mari m'a aussi dit, OK, on y va, qui m'a donné, entre guillemets, l'autorisation, la permission, cette permission, je l'ai prise au début de façon toute petite en me disant, ah, je vais être, veux être photographe, tout ça. Enfin, vraiment, j'avais presque honte, j'avais peur du regard des autres. Et ça fait 12 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette permission, je la prends encore plus. Ça s'est fait par étapes. Je pense que tu te prends pas des permissions hyper grandes dès le début. C'est, tu sais, un peu comme un ado, je pense, qui prend des permissions et qui déborde un petit peu du cadre au fur et à mesure pour prendre sa place d'adulte, en fait. et oui, toujours cette question de prendre sa place et ce qui rejoint la question de prendre sa place devant l'objectif, hein. Exactement, il y a un Euh, miroir. et oui, il y a un miroir. Comment je me regarde et comment les autres me voient. Et ça, je crois que ça te parle, justement. Bah, c'est tout l'axe de mon travail. Je te dis, évidemment que j'ai le sens de l'esthétisme, que j'aime les belles images, une belle lumière, mais pour moi, mon travail de photographe, il porte vraiment sur comment je me vois et comment les autres me regardent. Et je dis souvent aux femmes que je reçois au studio,
je vous tends un nouveau miroir pour vous apprendre à vous voir autrement, à vous regarder autrement. Parce qu'on se voit toujours de façon un peu déformée, et puis il y a les petites voix de tes parents, de tes collègues, de mais toi, qui t'es vraiment, Mm. et comment tu t'autorises à prendre cette place sans t'excuser, sans avoir peur de déranger. Et ça, c'est ce que je traverse moi depuis des années. Et c'est pour ça que je trouve ça fabuleux d'avoir ce jeu de miroir avec ces femmes, ces vases communicants, parce qu'on c'est une rencontre, c'est une connexion qui fait que je crée ces photos pour elles, en fait. Et toi, quel miroir ça te renvoie sur Là, la personne que tu es? pendant longtemps, comme plein de photographes, je me suis cachée derrière l'objectif. C'est-à-dire que je ne me montrais pas sur les réseaux. Alors, on n'était pas à la même époque, il y a 12 ans, dans la façon de communiquer. Ouais. Et les photographes, tu les vois souvent sur leur photo de profil avec l'appareil photo, comme ça ils se cachent bien. C'était d'ailleurs mes premières photos sur mon site. Donc pendant longtemps, je me suis cachée derrière mes images et les gens disaient tu fais des belles images, ah, merci beaucoup. Enfin, je m'excusais presque pour pas prendre trop de place. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'était aussi ma personnalité, mon empathie, enfin celle que j'étais qui me permettait de créer ces images et du coup ces rencontres et qu'aujourd'hui je ne me cache plus, je me montre et pas pour me montrer moi Amélie Marzouk, mais pour que mon message il ait encore plus d'impact. C'est pour ça que j'ai créé mon podcast Miroir que je vais reprendre bientôt. C'est pour ça que j'accepte les invitations quand je passe dans les médias. C'est pour ça que j'ai contacté Mesdames Médias pour collaborer avec elles et pas attendre, tu vois, qu'on vienne me chercher. Je me suis dit, j'ai quelque chose à faire avec elles. Et tout de suite, elles m'ont dit oui, et c'était une évidence. Donc, c'est de se dire, osez se montrer et prendre votre place pour diffuser le message de façon plus forte, en fait. Ce serait quoi le risque de prendre trop de place? Quand tu t'exposes aux critiques, tu t'exposes au Mm. regard des autres, tu t'exposes à la jalousie, tu t'exposes au fait de peut-être pas être assez, de pas. Moi, je suis assez perfectionniste des fois de me dire est-ce que ça va être bien ce que je vais dire, est-ce que je vais être suffisamment à l'aise. Enfin, tu vois, il y a pas mal de sujets sur lesquels tu peux hésiter à prendre ta place. Ouais. Et donc, du coup, derrière, c'est comment faire face à ce qu'on me renvoie. Et puis ça t'apprend à travailler sur toi parce que quand tu te vois à l'image, surtout en vidéo, il y a des choses que tu n'aimes pas chez toi. Et en Mm. fait, tu te dis, est-ce que j'efface tout et je publie pas? Ou est-ce que je publie et j'accepte que de toute manière, je ne suis pas parfaite, mais comme tout le monde, et que le Mm. plus important, c'est le message que je délivre et ce que je raconte et ce que je propose en fait. Mm. Et aujourd'hui, j'en Je suis à ce comprends. stade-là, tu vois, et pourtant, je vais avoir 46 ans, j'ai le corps qui change un peu, j'ai le visage, voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des changements que je vois visuellement et que je me dis, bah, de toute manière, ça fait partie de la vie et c'est OK Mm. avec, je suis OK avec ça. Tu lâches prise. C'est quoi pour toi le lâcher prise? Bah, c'est accepter de pas être parfait, de dire tu renvoies une image qui n'est pas complètement contrôlée. Tu Mm. vois, quand tu te fais filmer sur un événement, même photographier sur un événement, bah, des fois il y a des photos, on est dans un club toutes les deux The Circle, il y a des photos de moi que j'adore pas, bah, jamais Mm. j'irai demander à Laura de les supprimer ou quoi. Je me dis bon bah je m'en fous. Puis il faut se rendre compte aussi que ce que t'aimes pas chez toi, ce que tu vois sur une image, personne va le voir. Il y a que toi. Hier j'ai reçu une femme qui me disait j'aime pas parce que je sais pas, elle avait un petit creux, tu sais, comme un début de trou de cheveux. Et je lui dis, écoutez, vous le voyez, mais moi qui vous ai observé, je l'avais pas vu. Et en fait, il y a que vous qui le voyez parce que vous êtes focus dessus. Mais je vous Mm. promets que ça vous empêche pas de vous montrer. Et en fait, souvent, mon regard les autorise aussi à se dire, pff, je lâche ça, c'est pas important en fait. T'aurais envie de dire quoi aux personnes qui nous écoutent et euh, qui sont à ce stade que tu as bien connu, hein, euh, où elles sont suradaptées à ce qu'on leur a demandé et où il y a des endroits dans leur vie qui coincent, qui bloquent, tu vois. Tu aurais envie de leur dire quoi? Je pense que la première chose, et on l'oublie souvent dans nos sociétés actuelles, c'est d'écouter son corps. Parce que Mm. ton corps, il te parle très fort. Tu vois, moi, c'était ne pas pouvoir réussir à avoir d'enfant. Mais tu peux avoir des douleurs chroniques, des sensations d'oppressement. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se manifester, ou tout d'un coup une maladie. Moi, je pense que des fois, les maladies, quand je dis on se les fabrique, c'est notre corps aussi.
qui peut provoquer des choses pour que tu puisses t'arrêter. Enfin, tu vois, quand tu fais un burn-out, c'est pas du tout anodin et c'est aussi te dire arrête d'être dans la perfection, dans le contrôle. Et je pense que le corps, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je dis, et des fois aux femmes que je rencontre dans des soirées qui me disent j'ai envie de me lancer, mais j'ose pas. Je dis mais si tu avais dû gagner, je sais pas, 5 millions d'euros à l'euro million et que tu n'avais plus de problèmes financiers, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Et en fait, tout d'un Mm, coup, ça te permet de libérer toutes tes craintes financières, ce qui sont normales, hein, les craintes logistiques, les craintes du regard de l'autre, évidemment. de dire où est-ce que j'ai envie d'aller. Mm. Et surtout de se dire aussi que on peut commencer par des petits pas. Moi aussi, même encore aujourd'hui, des fois, je vois le sommet de la montagne en me disant, mais c'est trop énorme, c'est trop loin, c'est trop grand. Et après, je me rappelle que chaque petit pas peut me permettre d'atteindre cette destination. Est-ce que j'arriverai à la destination ou pas? Mais par rapport à ce que je veux proposer et ce que je veux apporter au monde. C'est superbe. Et tu vois, ce qui me vient là, c'est que finalement, on t'a mis des contraintes et ces contraintes t'ont permis, quelque part, hein, d'ouvrir un espace de créativité qui, derrière, ont levé les contraintes. Non, mais tu vois, on Je t'a dit comprends, non, ouais. non, 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 non. Donc au début, tu as suivi, puis tu t'es dit attends, 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 il y a trop de non. Maintenant, je vais me laisser la possibilité d'être. Et donc, c'est aussi les contraintes qui permettent l'émergence de soi. Parce que tu as dit, voilà, je me suis autorisée à m'arrêter et ce vide, ça m'a permis d'aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur pour le laisser s'exprimer et être. Et du coup, derrière, non seulement tu as compensé en te disant je vais devenir photographe, mais en plus tu as eu ta fille. Donc ça, Le cadeau, double bonus. double bonus. Et toi, comment t'as mené de front ces deux bébés-là? Parce que ça arrive en même temps, en fait. Ouais, ça arrive en même temps. Écoute, je crois que dans ces cas-là, quand tu es porté par des aussi beaux cadeaux, tu peux pas te dire je renonce à l'un ou l'autre. Donc Ouais, je me lance en juin 2014, 2015 dans la photo. Je tombe enceinte le 28 juin, enfin c'est quand même assez fou. Donc j'ai toute cette grossesse merveilleuse où je suis arrêtée toujours. Enfin, je venais de négocier ma rupture ta rupture. conventionnelle. Mm. Donc j'ai cet été merveilleux où on prend mon ventre, on voit rien, mais tu sais, tu te penches en disant regarde mon ventre et tout, des polaroïdes en Corse. Et en septembre, je commence à me dire je vais faire mon site. Je commence à dire aux copains autour, je me lance dans la photo, parce que je n'osais pas trop le dire. Non, mais j'avais peur de ne pas être à la hauteur en fait. Et puis peur de ce que les amis de mon mari pouvaient penser, de genre elle va faire du macramé, tu vois, elle est mariée et en fait elle va s'arrêter de travailler. Donc j'avais très intégré ce regard potentiel des autres, qui n'était pas du tout la réalité. Donc je m'étais inventé ça, et en fait les amis de mon mari m'ont fait beaucoup travailler au début pour me donner confiance, en me payant, en commandant des shootings et tout. Enfin, c'était merveilleux cadeau, pareil. J'ai eu le temps vraiment de faire mon site, d'avancer, de profiter de ma grossesse. Je faisais des siestes. Enfin, vraiment, c'était génial. Et j'ai accouché fin mars de ma fille. Et je m'étais dit, bon, bah, j'accoucherai un peu avant comme tout le monde. Donc, bah, je peux accepter un baptême je sais pas, le 1er mai. Et en fait, j'ai eu une césarienne le 28 mars. Et je crois que c'était 3 semaines après, j'ai travaillé. Et tu vois, aujourd'hui, on va pas refaire l'histoire. Je me dis, j'aurais pu plus profiter de ma fille et passer jusqu'en septembre, me dire je reprends. Mais en fait, j'étais tellement excitée que j'ai mené de front les deux et je regrette pas parce que ma fille et moi aujourd'hui, on est hyper complices, hyper. Enfin, quand je dis fusionnel, c'est pas le terme parce elle est pas que collée à moi, mais on est très. Je trouve pas le mot. On a une relation. Complice? Ouais, on a une relation Complice? vraiment géniale. Et je me dis, bah, même si bébé, en plus, moi, je suis pas une maman très bébé nourrisson. Je me dis, ça n'a pas empêché du tout l'attachement, la construction. Et je reboucle sur ta possibilité de l'être, ta possibilité d'être. Je pense qu'on peut aussi devenir qui on est sans avoir toutes ces contraintes que j'ai eues. Parce que moi, il a Mhm. fallu que je lutte contre les obstacles, que je me construise contre et pas Ouais. avec. Et ma fille, j'essaye vraiment d'avoir un axe différent, de me dire, elle n'est pas obligée de se construire dans l'opposition.
Et évidemment, quand elle sera ado, il y aura de l'opposition, de la confrontation, parce que c'est comme ça qu'un ado se construit en tant qu'adulte. Mais j'essaierai jamais, en tout cas j'essaye, et j'essaye de me voir de l'extérieur, de ne jamais être dans la contrainte de qui elle doit devenir en fait, et de la laisser, lui laisser le cadre avec la structure pour la laisser devenir qui elle est. C'est vraiment hyper important, c'est mon axe principal dans la construction de ma fille. Et que la possibilité d'être, pour moi, c'est le chemin d'une vie en fait, parce que C'est ça. apprendre à se connaître, à s'accepter sans déranger, sans avoir peur de déranger, sans s'excuser, c'est vraiment ça Ouais. pour moi la quête de la vie. Il y a un super bouquin de Bill Cornell qui fait partie du courant de l'analyse transactionnelle et du courant néo-reichien, bref, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Une vie pour être soi. C'est vraiment ma philosophie. Et donc, on est en plein là-dedans. Du coup, justement, comme on est dans ces parcours de vie, ça va être le moment de l'exercice de mon pas de côté et donc de la visualisation, si tu es d'accord. Ok. Et donc, pour ce faire, je vais te proposer de t'installer bien confortablement dans ton siège, les pieds bien ancrés au sol et d'éviter les croisements dans le corps. Moi, pendant ce temps-là, souvent, je regarde un peu plus à côté pour te laisser tranquille. Toi, tu peux être hors champ si c'est mieux pour toi. Et puis, te fermer les yeux si c'est OK ou de fixer un point. Et puis, de respirer. De respirer en conscience, de gonfler le ventre, puis d'expirer lentement. Et puis de te projeter dans 5 ans. Tout est possible, aucune contrainte, vraiment. Est-ce que tu saurais me dire où où tu es, où tu te situes? Où est-ce que je me situe exactement? Où est-ce que tu vois? Je me vois dans une émission de télé en train d'accompagner des femmes sur leur chemin, sur leur quête d'être, justement. Ok. Il y a quoi sous tes pieds? Un sol bleu. Un sol bleu. Quelles sont les odeurs autour de toi? C'est un parfum agréable, un peu comme un air d'été, tu sais, quand les draps volent au vent. Hmm. Est-ce qu'il y a des bruits? Il y a le bruit des régisseurs, des techniciens qui s'agitent autour. T'as tout le hors-champ du plateau. Quelle est la température? Il fait bon, je suis en petit chemisier et j'ai pas trop chaud, pas trop froid. Est-ce que tu as des sensations corporelles? Je me sens bien ancrée dans mon fauteuil. Je me sens à ma place. Tu saurais me décrire ce qui se passe autour de toi, précisément? Je suis sur un fauteuil. Il y a trois femmes sur un canapé. Et en fait, il y a le cadreur, le perchiste avec son micro. Et Hmm. t'as tout le hors-champ avec des gens qui s'agitent autour, qui sont plutôt dans l'ombre. Et on se prépare à tourner l'émission. Toi, tu fais quoi? Moi, je suis l'animatrice. Et j'attends, je relis mes fiches. Tu dirais que ton rôle à ce moment, en tant qu'animatrice, c'est quoi? C'est vraiment d'offrir un espace à ces femmes pour qu'elles puissent se déposer et se reconnecter qui elles sont et s'autoriser à s'aimer sans se juger. Hmm. Si on regarde un peu plus haut, tu dirais que ta mission de vie, tu en as déjà beaucoup parlé, mais là, dans 5 ans, à ce moment-là, à cet endroit-là, ta mission de vie, c'est quoi? C'est toujours la même, c'est vraiment d'aider les femmes à oser, à Ouais. développer leur audace, je te dis, à prendre leur place, à être qui elles sont vraiment, dans leur Hmm. vérité et sans avoir peur d'être jugées par les autres. Hmm. Je pense que c'est très lié à mon enfance, en fait, forcément. Hmm.
Alors, dans cette mission de vie telle qu'elle est là dans l'instant, je te propose de respirer depuis tes orteils jusqu'au sommet de ton crâne. Et puis de prendre une respiration un peu plus franche. Commencer à ouvrir les yeux, t'étirer, remuer les jambes, les doigts, les bras. Et revenir ici, 26 mai 2026, avec moi. C'est une belle date. Comment tu te sens? Très bien. Si cette semaine, tu pouvais mettre en place une action pour tendre vers ce plateau télé, tu pourrais faire quoi concrètement cette semaine? Tout petit pas. Tu pourrais faire quoi? Je pourrais renvoyer un mail à l'équipe de Bel et Bien Ensemble pour qui j'ai tourné une interview, c'était quand en novembre. Et en fait, le rédac chef m'avait félicité en disant vraiment vous étiez hyper à l'aise, le message était hyper puissant. Et je m'étais vraiment, alors évidemment, j'ai eu un peu le trac avant de rentrer sur le plateau parce que c'est pas en direct, mais c'est tourné quand même avec toute une équipe de télé. C'était la première fois. J'avais déjà fait M6, mais c'était dans les rues de Paris. Et là, sur un plateau de tournage, et en fait, il m'avait dit vraiment le rendu. Il m'a dit c'est rare qu'on ait des invités aussi à l'aise que vous. Et j'avais réécrit un message en novembre, enfin quelques semaines après, en disant à la journaliste, j'adorerais venir réintervenir dans votre émission, vous proposer une chronique. Et elle m'avait dit proposer, mais c'est pas sûr que ça soit accepté. Et j'avais pas été plus loin en me disant bah, si c'est pas bien ce que je propose, si c'est pas assez ficelé, puis peut-être elle va me dire non, donc peut-être renvoyer un texto à cette journaliste. Le premier T'as pas. t'as ton planning sous les yeux là? J'ai une semaine très très chargée, mais je peux faire ça jeudi matin. Comme À ça me quelle heure? fait réfléchir à 10h10. Vas-y, tu le notes? Je le note. Je le note maintenant. Allez. Génial. Et du coup, là, on arrive à la fin de notre temps partagé. Si tu pouvais garder trois mots que tu gardes avec toi de ce temps qu'on a passé ensemble, ce serait quoi? Ouais, déjà, ça serait la joie d'avoir partagé ce moment avec toi. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant et généreux de pouvoir partager son histoire, pas pour parler de soi, mais pour que ça puisse résonner chez les autres. Parce que moi, j'écoute beaucoup de podcasts et ça m'aide beaucoup à trouver des idées, à m'inspirer, à avoir encore plus d'audace. Donc, le premier mot, c'est la joie. Le deuxième mot, c'est la sérénité. Parce que tu as cette voix douce qui apaise. Et puis, c'est un moment, je trouve, quand on est dans une conversation profonde comme ça. C'est un moment où on a le temps de se poser, on n'est pas en train de faire mille choses, donc c'est vraiment un moment où tu prends le temps, même avant la méditation, de respirer et de revenir sur ton parcours. Je trouve que c'est toujours intéressant de poser des mots. Hmm. Et je crois que le dernier mot, il est pour la petite fille que j'étais, c'est beaucoup de fierté. Parce que je Hmm. suis souvent en train de regarder justement dans un an, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer. Et j'oublie parfois de regarder dans le rétroviseur, pas là où je suis arrivée dans ce que je propose aux femmes mais dans tout ce que j'ai traversé et comment je l'ai transformé en fait en cadeau pour moi. Et qu'on parle souvent de résilience, c'est un mot très à la mode, mais je pense quand même que dans mon parcours, j'ai quand même fait pas mal preuve de résilience. Et j'en suis assez fière parce que la petite Amélie, elle doit être très fière de ce que je fais aujourd'hui. Ah bah, je pense qu'elle est très fière, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, je pense. Et moi, je suis fière aussi de ce que je fais pour Bah moi, voilà. les femmes, pour ce que je peux apporter au monde. Et je pense que chaque petite contribution qui fait du Ouais. bien, c'est pas du tout anecdotique et que si tout le monde se dit qu'on peut faire des toutes petites actions chaque jour pour que le monde aille un peu mieux, en ce moment, on en a vraiment besoin. Le petit colibri. Exactement. Eh bien, merci infiniment. Moi aussi, je partage la joie de ce temps partagé avec toi. Merci vraiment beaucoup pour ta confiance, pour ta présence, pour ton temps, qui je sais est très précieux. Et puis, je te dis à très bientôt, Amélie. Merci, Andine. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Tu écoutais mon pas de côté. Si cet épisode t'a touché, tu peux le noter, t'abonner et
et le partager à quelqu'un. C'est ce qui permet à la communauté de se développer et au podcast de continuer. Tu peux aussi retrouver la newsletter mensuelle, les ateliers d'écriture thérapeutique du lundi et tout l'écosystème sur monpadcoté.fr. Je suis Ondine et je te dis à très vite pour un nouveau pas de côté.